Nippon Kogaku, qui veut dire Compagnie d'optique japonaise, fut fondée le 25 juillet 1917 par le regroupement de 3 petites sociétés d'optique, dont l'une remontait déjà à 1881. Elle commença son activité avec environ 200 employés et 8 ingénieurs allemands qui furent invités en juillet 1919 et arrivèrent en janvier 1921. C'était au départ une société d'optique et pas un fabricant d'appareils photographiques, ce qui lui confère une grande similitude à l'histoire de Leitz et Zeiss, qui démarrèrent eux aussi en tant que fabricants d'optique. Les microscopes firent partie des tout premiers produits commercialisés. Dès la fin des années 30, Nippon Kogaku fabriquait des optiques destinées aux appareils dits miniatures, mais n'était pas encore fabricant d'appareils photo. Avec l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, elle fut choisie par le gouvernement japonais pour devenir le fournisseur principal en optique de la machine de guerre japonaise. 19 usines et 23 000 employés servaient à cette œuvre au plus fort de la guerre. Il est à noter que toute la fabrication de cette période de guerre, comme les jumelles, les optiques aériennes, les périscopes et télémètres de la marine impériale, ainsi que les aides à la visée de l'armée de l'air, sont très recherchées aujourd'hui par les collectionneurs d'objets militaires. Avec la fin de la guerre, elle fut réorganisée sous le contrôle de l'armée d'occupation américaine pour la production civile et fut réduite à une seule usine et seulement environ 1400 employés. Elle se mit à produire un grand nombre de ces fameuses optiques d'avant-guerre pour lesquelles elle était célèbre au Japon. Elle fut d'ailleurs fournisseur de Canon, qui ne fabriquait pas d'objectifs à son démarrage. Il faut admettre qu'à cette époque, la marque était virtuellement inconnue du reste du monde. Les GI en poste au Japon découvrirent vite les jumelles Nippon Kogaku, qui firent déjà à l'époque la réputation de la marque par leur qualité face à la concurrence bon marché de cette période. Dans cette difficile période d'après-guerre, on décida de diversifier la production. Pour l'anecdote, Tokyo était en cruel manque d'énergie et il fallut une autorisation spéciale du général MacArthur, général US dirigeant l'occupation du Japon, pour que l'on coupe l'électricité de toute la ville afin que l'usine renaissante puisse avoir suffisamment de puissance nécessaire au démarrage de ses fours, permettant de couler du verre optique et de reprendre la production. Fin 1945 ou début 1946, il fut décidé qu'elle devait produire un appareil photo de sa propre conception et les recherches débutèrent dans 2 directions, un 6.6 réflexe biobjectif et un 35 mm télémétrique objectif interchangeable. Le projet du 6.6 fut vite abandonné car jugé dépassé et on continua les études sur le 35 mm, appareil dit miniature, dont l'avenir paraissait prometteur grâce aux premiers Leica et Contax qui se révélaient déjà maniables et beaucoup plus confortables à utiliser que le matériel de reportage de l'époque. Le 15 avril 1945, un ordre de production de 20 appareils destinés à être utilisés en test fut lancé. Pendant la période de gestation du produit, différents prototypes virent le jour. C'était un mélange de Leica et de Contax. Un prototype fut même fait en monture 39 mm à vis, mais fut vite abandonné au profit de la baïonnette Contax, jugée beaucoup plus rapide et permettant déjà une bien meilleure précision. De nombreux noms furent évoqués et en septembre 1946, lorsque le premier appareil vit le jour, le nom de Nikon fut choisi. Et c'est la première fois que ce mot apparut. C'était une contraction des noms de la société qui sonnait bien et avait déjà une connotation internationale. Un programme de création d'objectifs fut lui aussi lancé à cette époque, mais la production réelle de cet appareil ne démarra réellement qu'au début de 1948, après de longues périodes de tests et d'amélioration, et ce fut alors le premier Nikon, le modèle 1. 2 événements vont venir aider Nikon dans sa fulgurante ascension. En 1950, le très célèbre David Douglas Duncan, DDD pour les intimes, effectue pour Time Life un reportage en Corée et s'arrête au passage au Japon avec son assistant, un japonais du nom de Miki. Miki est en possession d'un Nikon M équipé d'optique Nikkor. Et DDD se révèle tout de suite emballé par ce nouvel équipement et réclame lui aussi un de ses appareils. La légende raconte que lorsque Time Life reçut les premières images de DDD, elle lui demanda pourquoi il les avait effectuées à la chambre. Ils avaient du mal à croire que c'est avec un miniature qu'il avait fait de tels clichés. Les images étaient bien plus piquées que ce qu'ils avaient l'habitude de recevoir, ceci étant certainement dû au savoir-faire déjà étendu de Nikon en matière d'optique. Le deuxième événement fut la guerre de Corée qui draina de nombreux photographes en Asie et leur fit découvrir et apprécier les produits Nikon. 1957, sortie du Nikon SP. Aboutissement des recherches de Nikon en matière de télémétrique, ce boîtier réservé théoriquement aux professionnels est le nec plus ultra de l'époque grâce à toutes ces innovations inédites à l'époque. Motorisable, très large gamme d'optique, du 21 au 500 mm, télémètre couplé, cellule adaptable. Pour atteindre ces possibilités, il faudra attendre 25 ans et le Leica M6. La gamme télémétrique évoluera encore, entre autres avec une rareté, le S3M, tentative de demi-format motorisé, aujourd'hui pouvant valoir jusqu'à 70 000 $, mais celle-ci fut définitivement arrêtée en 1963
complètement dépassé par le système F. Car 1959, c'est la naissance du Nikon F. C'est par lui que tout a réellement commencé. Motorisable, viseur interchangeable, dos à grande capacité, cellule externe puis TTL, entièrement modulaire, c'est le système photographique le plus complet et précurseur d'une longue lignée de boîtiers pro. Dès sa sortie, il fut plébiscité par les pros, il devient l'appareil incontournable. Encore une fois, c'est le système le plus complet, le plus richement doté. Il peut satisfaire les besoins des photographes de tout domaine. En reportage, il supplante tous les autres boîtiers, de la rue au champ de bataille, par sa robustesse. En sport, les super téléobjectifs font merveille. En mode, il devient le boîtier de référence, car beaucoup plus souple et rapide que le moyen format, même le cinéma y fait référence. Blow Up, le célèbre film d'Antonioni, le fera devenir l'appareil dont tous les futurs photographes vont rêver et leur permettre de s'identifier à ce photographe. C'est avec lui que Nikon devient célèbre aussi pour sa fantastique gamme d'optiques, car Nikon est un précurseur et un créateur d'optiques sans équivalent. Premier zoom télé au monde, 85-250, créé pour la TV japonaise, qui ressentait la première ce besoin d'objectifs à focale variable. Premier fabricant de fisheye, objectif étonnant destiné à l'observation photographique et donnant une image circulaire, tel le fameux 6 mm 2.8 dont l'angle de champ est de 220 degrés, dont il faut se méfier, car s'il n'est pas sur pied, braqué au ciel, vous photographiez vos pieds. Créateur des fameux grands angles orthoscopiques, on se souvient notamment du 15 et surtout du 13 mm, unique en son genre avec 118 degrés d'angle, qui font merveille en architecture pour leur absence totale de distorsion. Les verticales restent verticales et les horizontales restent horizontales. Des téléobjectifs les plus puissants, tels les objectifs catadioptriques qui utilisent des miroirs pour focaliser la lumière et que l'on trouvait dans les focales de 500, 1000 et 2000 mm, plus spécialement destinés à la surveillance, à l'astronomie ou au sport. Et des zooms uniques en leur genre, tels le 372-100 ou le 12-117-100, qui valaient 95 000 $ en 1993. Bref, c'est la gamme la plus importante jamais fabriquée par une firme d'optique. Les industries du cinéma l'ont bien compris, puisque George Lucas utilisa entre autres le fameux 15 mm pour réaliser les effets spéciaux de Star Wars. Pour Indiana Jones et le Temple maudit avec Harrison Ford, scène du wagonnet, Nikon est encore à l'honneur, et la séquence image par image fut réalisée grâce à un Nikon F3, équipé d'un Micro-Nikkor 55 en lieu et place d'une caméra 35. Le 300 mm f2, lui aussi unique en son genre, est très couramment utilisé en cinéma 35 mm. Des modèles spéciaux furent aussi fabriqués. Pour l'US Navy, un modèle unique avec zoom verrouillable sur l'infini, le KS-80A, fut utilisé par les pilotes survolant le Vietnam à des fins d'espionnage photographique aérien. Pour les photographes de sport, des boîtiers à miroir semi-transparents permettant d'atteindre 7 puis 9 images par seconde furent introduits à l'occasion des Jeux Olympiques de Sapporo. À l'époque, les mises au point étant manuelles, un grand nombre d'images permettait d'avoir un plus grand choix d'images nettes. Pour la NASA, des boîtiers et surtout des optiques travaillant dans l'UV pour les missions Apollo. Pour les ophtalmos, un modèle dit Fundus qui permettait de faire des photos de fond d'œil. Remplacé par le F2, les pros du monde entier eurent du mal à s'en séparer et aujourd'hui encore, 50 ans plus tard, il reste, malgré l'arrivée en force du numérique, un objet de culte parmi de nombreux amateurs et collectionneurs. Le F2, produit de 1971 à 1980, c'est certainement mon préféré et le plus riche en accessoires et variantes. Durant 13 ans, il a tenu le haut de l'affiche. Moteur rapide, jusqu'à 6 images par seconde pour le sport et le reportage, dos de 250 et 750 vues pour une autonomie inégalée, dos dateur 36 et 250 vues. Mon F2 Data 250 vient des douanes de Marseille. Il photographiait tous les bateaux entrant ou sortant du port en imprimant la date et heure précise sur le film. Des viseurs ultra spécifiques avec loupe incorporée pour le monde scientifique, des moteurs d'asservissement du diaphragme, ce fut les premiers systèmes d'automatisme avec la priorité vitesse de nos boîtiers modernes. Des modèles spéciaux comme le Titan et le HMD avec une cadence de 10 images par seconde, un miroir semi-transparent réservé au départ aux photographes accrédités aux Jeux Olympiques. Nikon, ayant toujours été à l'écoute de ses clients, modifie au fur et à mesure ses boîtiers, sans les rendre caducs, uniquement par des accessoires optionnels, le permettant d'évoluer au fil des ans et des innovations technologiques. Un aspect important du système Nikon et unique dans l'industrie photographique, la totale compatibilité des optiques, depuis 1959 à nos jours, grâce à la fameuse baïonnette F. Inchangée, seulement adaptée, elle autorise le montage d'optiques de plus de 50 ans sur les boîtiers pro d'aujourd'hui, ou l'inverse. C'est la preuve d'un profond respect de ses clients, pour qui certaines optiques rares sont irremplaçables, ou tout simplement introuvables, car plus en production. Puis ce fut le F3, produit de 1980 à 2000, d'abord boudé par les pros, qui ne voulaient pour rien au monde se séparer de leur boîtier F2,
Il eut aussi ses modèles uniques. Des viseurs spéciaux pour les sous-marins. Il était utilisé par l'US Navy pour photographier grâce au périscope. Un boîtier high speed, un miroir semi-transparent capable de 13,5 images par seconde. Introduit en 1998 pour les Jeux Olympiques de Nagano. Vendu officiellement et uniquement aux photographes accrédités, il détient toujours aujourd'hui le record de vitesse. Le F3AF, boîtier autofocus, plus prototype qu'autre chose, mais produit dès 1983. Il fut remplacé par le F4, premier vrai autofocus pro de Nikon. Entre parenthèses, le premier autofocus réel de Nikon fut un boîtier amateur, le F501, en 1986. Il était appelé N2020 aux US, ce qui signifie chez nous 10 sur 10, pour exprimer la vue parfaite. Puis arriva le F5, produit de 1996 à 2004 et le plus abouti de tous les F. Il fut plébiscité par la presse mondiale. On pensait que cela serait le dernier boîtier pro de Nikon, mais c'était sans compter sur l'armée américaine. Celle-ci, en 2003, voulant renouveler ses commandes, se vit annoncer l'arrêt du F5. Ayant, malgré l'arrivée proche du numérique, un réel besoin de boîtier argentique, ils ont insisté pour que Nikon produise le projet F6, qui a bien failli rester dans les cartons à dessin. Merci donc à l'oncle Sam, sans qui nous n'aurions pas connu ce superbe et moderne boîtier toujours en production. Et une gamme très méconnue du grand public est aussi à mentionner, les Nikonos. Jacques Cousteau avait fait étudier un boîtier sous-marin par un ami belge, Jean de Wouters, qui fut fabriqué dès 1961 de façon assez artisanale et utilisant des optiques françaises, un 35 mm Berthiaud, le Calypsophote. La licence fut cédée à Nikon, qui la fit très vite évoluer et créa une gamme d'optiques spécifiques du 15 au 80 mm. Puis en le faisant évoluer en réflexe capable de descendre à 100 mètres sous l'eau, en autofocus, c'est le fameux Nikonos RS et ses optiques mythiques. Un 13 mm, un zoom 20-35, un 50 mm macro. Ce fut le matériel de prédilection de tous les plongeurs photographes du monde. Arrêté il y a peu, car le numérique a rendu caducs tous ces équipements, il est aujourd'hui plus simple de mettre un réflexe dans un caisson étanche spécifique. Le Nikonos RS resta unique en son genre. Nikon est étroitement lié au développement de l'image numérique. Dès 1991, les tout premiers boîtiers, construits en collaboration avec Kodak, utilisaient comme base le Nikon F3 et ses optiques, sans aucune modification. Seul le dos était transformé par Kodak et contenait un capteur monochrome au départ, puis couleur, et intégrait la connectique nécessaire. Il fallut attendre 1994 pour que Nikon sorte ses propres boîtiers en collaboration avec Fuji. Ce n'est qu'en 1999 que Nikon produira le D1, le premier vrai réflexe numérique entièrement maison, et début de la gamme Pro actuelle. Il marque le vrai départ d'une autre dynastie d'appareils qui sera plébiscitée par les photographes pro, la gamme D. Nikon est partenaire de la NASA depuis les tout premiers vols Apollo. Le Nikon F était du voyage, spécialement modifié, équipé d'optiques travaillant dans l'UV, développé spécialement pour la NASA. Plus tard, ce fut le F3 qui eut les honneurs de l'espace avec une version 250 vues. Les étroites relations de Nikon et de la NASA se sont concrétisées sur le développement du numérique. Des boîtiers F4 et F5, prototypes, jamais vendus dans le public, ont eu droit à un baptême dans l'espace et sont à l'origine de la gamme actuelle. L'agence spatiale russe, elle aussi, est une grande fan de Nikon et vient d'équiper l'ISS de 2 D3, 1 D3S, 4 optiques et 2 SB900. Nikon a toujours eu un grand respect pour tous ses clients, professionnels comme amateurs. Des modèles spécifiques, moins coûteux, plus adaptés, plus simples, voire tout simplement plus légers, ont toujours été mis sur le marché. Ils permettent d'accéder à toute la gamme d'optiques ou d'accessoires, de se familiariser avec un réflexe, et cela à un prix plus abordable que s'ils étaient passés sur une gamme pro. Et cela depuis 1962, sortie de la gamme Nikormat. Des compacts célèbres virent aussi le jour, comme les 28 ou 35 Ti, véritables chefs-d'œuvre d'horlogerie. Aujourd'hui, même possibilité que les numériques amateurs. En 1997, sortie du premier Coolpix. Pour l'anecdote, en France, le premier Coolpix fut vendu à 125 exemplaires sur l'année. Aujourd'hui, 125 pièces représentent un quart d'heure de livraison de Coolpix. Les Coolpix, c'est une gamme d'appareils amateurs aux capacités étonnantes. Regardez le système Swivel qui existe depuis le Coolpix 900 jusqu'au 995. Puis arrivée des réflexes amateurs ou voire experts. Véritable tremplin permettant d'accéder à toute la richesse de la gamme. Ce fut d'abord le D100, puis le D70, qui ont permis à des millions d'amateurs de se mettre au numérique. Arrivée de la gamme FX actuelle, avec toujours la baïonnette F, permettant de monter un objectif aussi fabuleux que le 13 mm, plus fabriqué depuis 20 ans, sur un boîtier dernière génération comme le D3. Nikon, comme je l'ai déjà dit, a toujours su être à l'écoute des besoins de ses clients et a eu une excellente capacité d'anticipation en matière de besoins et usage des photographes. Un des exemples parfaits est le Coolpix 900, qui présagea de toute la gamme Swivel
dont cette nouvelle architecture a révolutionné encore une fois la silhouette des appareils photo. En effet, l'appareil n'est plus l'objet institutionnel d'hier, mais un objet personnel que l'on choisit non seulement pour ses performances, mais aussi pour la manière dont il s'assortit avec notre univers personnel et notre besoin de communication. À travers un choix de couleurs, l'adhésion aux services comme My Club, les Nikonistes ont accès à de nouveaux modes de partage et d'échange d'images, à de nouveaux supports pour exprimer leur passion photo. Nikon aujourd'hui est très diversifié. On retrouve des produits très spécialisés comme les steppers, qui sont des machines de plusieurs millions de dollars servant à graver les circuits des CCD et LCD. C'est un nouveau marché pour Nikon, qui est par ailleurs leader mondial de ce créneau. Les microscopes industriels, le matériel d'ophtalmologie sont d'autres secteurs où Nikon est présent. Le marché des jumelles, des loupes, des lasers, des télémètres divers, autres produits originels de Nikon, fait toujours partie de l'activité de Nikon, où sa grande connaissance du monde optique est mise en pratique. Toutes ces activités ne sont pas cloisonnées, mais se rejoignent par certains aspects. Par exemple, le traitement nanocristal, qui a permis de faire franchir un pas qualitatif aux optiques pourvues, est issu des steppers. Ce traitement fut créé pour éviter les phénomènes de réflexion de lumière sur des lentilles de plus d'1 mètre de diamètre. Ce développement industriel unique profite aujourd'hui au grand public. Le rendu des optiques de Coolpix en macro est issu des formules optiques développées pour les microscopes. Et les process de transmission Wi-Fi de l'accessoire réflexe WT4 sont issus des microscopes pilotés à distance par site FTP. En conclusion, on pourra dire que Nikon reste un acteur incontournable du monde de la photographie moderne, tant pour les professionnels que pour les amateurs.